À la base, du coup, nous, on s'était rencontrés dans un VN que j'organisais. Pas quelque chose que c'est si souvent que ça, mais j'ai eu une période où j'en faisais beaucoup. Et du coup, il est venu jouer. Ça se passait bien. Et vraiment, sur une de mes tables de jeu de rôle, une joueuse qui est partie au Canada. Et on s'est dit, pour l'équilibre, ça serait bien de pas remplacer le personnage, mais de rajouter un personnage qui puisse, pour maintenir un certain équilibre. Et puis, le choix s'est assez naturellement tourné vers lui. Et puis, de fil en aiguille, on a joué d'autres tables, d'autres trucs. Très souvent, c'est moi qui me jetais d'ailleurs. Je n'ai joué qu'une seule fois sous ta direction, qui était un petit one-shot de L5R. Mais c'est un paquet d'années maintenant. Oui, en fait, depuis 2013, on a joué. Je suis venu jouer sur ta chronique du coup des Ombres du Trône, donc qui est un jeu de rôle grandeur nature. Voilà. Les Ombres du Trône, tu y étais dès le début de la chronique ou t'as rejoint en cours? Je crois que non, je suis arrivé à la deuxième ou troisième partie, je sais plus, c'est comme ça. D'accord. Oui, relativement tôt dans la chronique. Sachant que ça a été une chronique qui s'est étalée genre sur 8 ans pour l'organisation, et on a fait 15 parties, je crois. Ouais, je crois, ouais. Ce qui était pas mal parce que typiquement, personnellement, côté joueur GN jeu de rôle, moi ça m'a ouvert beaucoup d'horizons, on fait rencontrer plein de gens. On parlait plutôt du fait qu'on ait que c'est un loisir qui se démocratise et avec des profils de plus en plus variés, et la grande variété des profils, je sais que moi je l'ai vu à travers cette association, à travers ce qu'on organisait, plus que fatalement dans mon école d'ingé où c'était un peu tout le temps les mêmes profils. Puisque là, on avait des gens qui de tout âge, de tout genre, de tout milieu socio-professionnel. Voilà, ça allait de patrons d'entreprise, responsables gouvernementaux, ouvriers, chômeurs, étudiants. On avait tout, quoi. Et du coup, c'était marrant de pouvoir dire de temps en temps, on est en train de passer un repas de famille. Il y a des informations qui passent en arrière-plan, faire ah tiens, cet homme qui se fait interviewer à la télé, c'est un de nos joueurs, ou ce genre de choses, parce que il y avait ça d'un côté, et de l'autre, voilà, des gens tout aussi rarement pertinents, intéressants, mais qui étaient de profils très différents. Et ça a changé pas mal aussi, parce que toutes les discussions, étant quelqu'un qui intellectualise très vite le loisir, forcément, il en découle plein de discussions, de méta-discussions autour du loisir, dans lesquelles ressortent des points de vue différents qui apportent une richesse très pertinente finalement sur ces points-là. Et c'est quelque chose que tu as trouvé que dans la sphère du GN, ou que tu n'as jamais retrouvé mieux que dans la sphère du GN, d'avoir cette multiplicité de profils et de points de vue? Je n'aurais pas dit que je n'ai vu que dans cette sphère-là. Je dirais plutôt que c'est via cette sphère-là que moi je l'ai trouvé plus précisément, parce que, et en discutant, tout ne venait pas du monde du GN à la base. C'est juste qu'il y avait un côté, comment dire, on organise finalement des événements ouverts avec le GN. C'était notre choix en termes de ligne d'écriture, de dire on organise des jeux, on accepte tout type de profil, des joueurs débutants, des joueurs expérimentés. Et du coup, les gens ramenaient leurs copains, il y avait des gens curieux, on a des gens qui sont venus parce que ils ont vu notre site internet, ils savaient même pas ce que c'était le GN. Donc, c'est plus la logique d'avoir des événements ouverts qui envoient un peu de poudre aux yeux, parce que tu vois des photos de gens en costume qui ont l'air de s'éclater, ça donne envie.
Donc c'est vrai que ça ramène des gens, mais je pense que d'autres personnes pourront te dire, bah moi j'ai fréquenté des festivals de jeux et dans lequel bah forcément j'ai vu plein de gens, plein de profils différents. C'est une façon de rencontrer, je dirais, plus que un caractère essentiel à la communauté. A fortiori parce que bah comme tout loisir, hein, au milieu du GN, tu vas avoir des communautés différentes, souvent structurées autour d'associations, de groupes d'amis, etc. Certaines vont être plus dans l'entre-soi, d'autres vont être plus dans l'ouverture. Certains vont faire des jeux très typés. Et beaucoup de gènes d'intrigue avec beaucoup de scénarisation. D'autres font du GN romanesque, d'autres font du petit jeu d'enquête, plein de choses. Et en fonction des points de jonction qui ont existé entre ces sous-communautés au sens mathématique, hein, ensembliste, et des jonction peuvent se faire. Et puis après, bah, c'est de la curiosité, c'est des gens aussi qui ont été très à même de nous emmener vers d'autres sphères. Typiquement, des gens comme Jean Damien avec nous. C'était en mode très intéressant. Bah, c'est partie des gens qu'on a rencontrés, qui nous ont fait rencontrer des gens, moi, aimer les autres auteurs de GN. Je pense que dans le jeu de rôle sur table, très souvent, on joue avec un groupe et on garde ce groupe au fil des années et on a souvent les mêmes joueurs et bien entendu, il y a des évolutions au fil du temps, mais c'est rare que ça dépasse la quinzaine, vingtaine de personnes, de joueurs avec qui on va interagir le plus régulièrement en tout cas. Alors que dans le milieu du GN, dès que tu organises un GN, tu vas avoir sur ton premier jeu 40 personnes que tu connais pas, qui vont ensuite amener leurs amis, qui vont etc., qui vont parler autour d'eux. Ben, forcément, ça crée autre chose aussi comme dynamique de rencontres, de jeux, etc. Et donc, comme le disait Louis, ça amène à des profils extrêmement variés qui se retrouvent à jouer ensemble. Ça, c'est quelque chose d'assez chouette de voir que tu as des profs à côté de personnes tatoueurs, à côté de chefs d'entreprise et de gens haut placés dans l'État qui tous ensemble sur un jeu en se déguisant en médiéval et en prétendant qu'ils sont à lutter pour le trône de fer. Enfin, tu vois, c'est amusant quoi, comme concept. Donc derrière, effectivement, quand tu repasses sur des tables de JDR sur table, tu te retrouves avec des groupes un petit peu plus éclectiques et divers que tu avais eu avant. Donc ça aussi, c'est intéressant, je pense, de mélanger ces pratiques. Ouais. Et, l'autre point qui est très complémentaire de ça, c'est que ça nous a aussi amené à rencontrer des gens au-delà de la France. On a des joueurs du coup qui sont venus un peu de l'étranger. C'était minoritaire, hein, bien sûr, mais on a des gens qui sont venus de Suisse, qui sont venus de Suède, on en a qui sont venus de Belgique. Là, il y a des GN internationaux qui fonctionnent bien et qui des fois permettent de croiser aussi des profils du coup. Parce que bon, on va parler des sphères un peu culturelles variées, mais aller chercher aussi dans d'autres pays d'autres choses. Dire oui en regardant des tables Des qui se actual play. stream, etc. On voit des actual play, on peut avoir des visions de comment d'autres gens pratiquent le loisir, mais c'est pas la même chose que de les rencontrer, de discuter. Ce qui est chouette aussi avec le GN, c'est que vu que c'est une grosse logistique à chaque fois, une fois que le jeu est fini, il reste encore plusieurs heures pendant lesquelles les gens rangent, discutent, papotent. C'est vrai que ça aussi, c'est pas comme quand on croise quelqu'un dans un festival, on lui présente son jeu, c'est sympa, il connaît pas, il fait ah c'est sympa, on fait une partie, ça dure 4 heures montre-moi parce qu'après il faut enchaîner avec une seconde table et on n'a pas le temps de débriefer, de en discuter. De temps en temps, le courant passe suffisamment pour qu'on s'échange un numéro de téléphone, une adresse mail, mais même là, mon expérience de ce genre de choses font que c'est très rare qu'il y ait un suivi. Tandis que quand tu as vécu, partagé quelque chose avec des gens, et qu'après tu as le temps de te poser, de te débriefer, ça c'est un truc assez intéressant aussi. Je saute totalement du coq à l'âne, mais
que j'ai trouvé très intéressant avec la communauté du GN, c'est qu'il y a eu beaucoup de prise de recul sur la gestion émotionnelle, sur la gestion humaine des joueurs, mais aussi des organisateurs. Peut-être parce qu'il est beaucoup plus facile de rentrer dans le personnage et de blinder, comme on dit, jargonner un peu, et du coup d'avoir besoin de faire un peu après le tri avec nos émotions, avec les choses, parce qu'on peut aborder des sujets avec sensibles, avec des gens qu'on connaît pas forcément aussi bien qu'au table d'amis, autour d'un jeu de rôle sur table. Du coup, des ans, on a juste développé tout un tas d'outils. Alors, c'est vrai que, À la ouais, fois. Pardon, Louis, je te coupe un petit peu. Non, vas-y. On a vu ça sur le jeu de rôle sur table de ces dernières années, justement, avec l'arrivée comme les X-Cards, etc. On fait beaucoup parler d'eux parce que beaucoup de gens comprenaient pas trop l'intérêt. Justement parce que quand tu joues avec des groupes d'amis avec lesquels tu as l'habitude de jouer depuis des années, les relations sont bien plus simples. Alors que pour nous, dans le jeu de rôle grandeur nature, c'est arrivé très vite comme une évidence que ce genre d'outil de gestion émotionnelle est extrêmement intéressant parce que justement, vu qu'on croise beaucoup de gens avec qui on n'a pas l'habitude de jouer, il faut qu'on puisse à un moment dire oh attention, là je me sens pas bien pour de vrai et je suis pas dans mon personnage. Et du coup, bon, on peut dire ça de cette façon-là. Attention, hors jeu, je suis pas bien. C'est plus simple d'avoir juste des mots-clés ou ce genre de choses qui sont définies en avance. Et donc, en fait, des sortes de X-Cards qu'on utilise aussi dans la nature. Donc, ça a été, je pense, plus vite adopté dans le jeu de rôle dans la nature, même s'il y a eu les mêmes résistances qu'on a vues aussi sur les jeux de rôle sur table au début, mais qui sont bien plus passées parce qu'on avait réellement besoin très vite aussi. Et je pense que par contre, beaucoup de tables qui ont adopté les X-Cards d'aujourd'hui, par exemple aujourd'hui sur table, sont très contents de l'avoir fait parce que des fois on ne sait pas le vécu de ses potes et des fois il y a des sujets qui blessent sans qu'on s'en rende compte facilement. Donc c'est très bien d'avoir ce genre d'aujourd'hui, par exemple. Et même tu quand parles même de quand on la le sécurité. Vas-y, Louis. Ok. se rend pas Mais tu compte. parles de sécurité émotionnelle, c'est vrai que c'est des choses que moi j'ai d'abord rencontrées dans la sphère du GN, en tout cas des discussions que j'ai eues avec des GNistes très tôt, quoi, il y a 10 ans, quoi. Il y a 10 ans et qui arrivent dans le jeu de rôle sur table ou dans les communautés du jeu de rôle sur table où on commence à en parler. Tu parlais de la X-Card, le contrat social, etc. Mais seulement depuis 4-5 ans, beaucoup plus tard. En fait, j'ai l'impression que le GN a été très en avance, mais par nécessité, comme tu le dis, hein, Par nécessité, oui, tout à fait. a été très en avance sur tout un tas de sujets. Et même là, depuis quelques années, on commence à parler en jeu de rôle sur table, on parle beaucoup de le play to lose, le play to lift, des choses comme ça, des choses d'attitude de jeu, qui en fait sont des choses qui sont beaucoup plus répandues dans le GN depuis longtemps en fait. C'est des choses qu'on a théorisées bien avant, mais pour des raisons de nécessité aussi, c'est parce que c'est des formats de jeu où les personnes sont très autonomes vis-à-vis du jeu qu'ils sont en train de jouer, il n'y a pas forcément un orga sous la main, etc. J'ai l'impression que toute la sphère du GN a été est précurseur sur un certain nombre de sujets du jeu de rôle, quoi. Je peux, j'ai l'impression que c'est le cas en France. Je ne mettrai pas ma main à trancher sur l'ensemble des pays. Je me rappelais de discussions que j'avais eues il y a une dizaine d'années, justement, avec des gens qui me présentaient des jeux qui venaient de plein d'endroits. Je me rappelle typiquement de présenter, il y a un auteur américain, j'ai oublié le nom, qui faisait des populaires pour écrire régulièrement des petits jeux de rôle en une page, qui présentent un concept simple, souvent très différent sur la façon de narrer, etc., et qui mettait déjà les conseils de gestion émotionnelle, parce que lui, il était dans une logique d'utiliser le médium du jeu de rôle pour sensibiliser à certains sujets, sensibiliser à la violence ordinaire, sensibiliser au racisme ordinaire, sensibiliser à aussi des pans culturels. Il avait fait typiquement un jeu qui avait l'air très très chouette, où tu joues inspiré de faits historiques, une caravane dans le Far West qui est une
bibliothèque ambulante pour éduquer les femmes de profond au tournant du 19e siècle. Et plein de choses comme ça. Je pense que il y a beaucoup aidé, et c'est vrai aussi dans le cas particulier de la France, de la communauté géanistique et holistique, ça va être le moment où des gens se sont appropriés le média pour en faire quelque chose d'autre que juste du ludique pur, du jeu pur, parce qu'une optique de juste on joue, on va pas forcément penser à tout ce qui a le méta autour. On peut y penser parce qu'on va réaliser certaines choses, mais la nécessité de se dire là, je fais vivre quelque chose d'intense à des gens vient souvent du fait que on est en train de leur faire jouer des choses intenses. Et pourquoi est-ce qu'on est en train de leur faire jouer des choses intenses? Parce que des gens probablement, je pense, se sont dit j'ai ce média à ma disposition et j'ai envie de m'en servir pour faire une immersion, par exemple, pour reprendre des jeux que j'ai vu passer qui, paraît-il, sont super. J'ai envie de leur faire vivre ce que c'était que l'occupation en 40 en France pour le quotidien des personnes réelles, quoi, pas juste la version romanesque hollywoodienne, où j'ai envie de faire vivre l'arrivée du sida dans les communautés LGBT aux États-Unis dans les années 80 ou ce genre de choses. Et forcément, quand on aborde ce genre de sujet, on va se poser des questions, on va avoir des ratés, on va se rendre compte que il y a des besoins. Et je pense que ça naît initialement de j'ai quelque chose à dire, j'ai quelque chose à une envie d'utiliser le média qui va dépasser le cadre purement ludique il était initialement prévu. Et pour avoir vu bien plus tôt finalement que l'adoption qu'on a eu en France de certaines de ces techniques-là, quand je m'étais intéressé à ça en me disant tiens, qu'est-ce qui se fait dans le jeu de rôle indépendant de par le monde? C'était pas aussi détaillé, mais j'avais l'impression que c'était très lié à cette reprise en main finalement du média pour faire d'autres choses. Donc pour toi, tout part du propos, c'est parce que tu te dis on a du jeu de rôle et on va faire on a envie d'un jeu avec un propos très fort et du coup ça implique de l'immersion, ça implique de l'engagement et donc ça implique d'avoir des outils, d'avoir des méthodes autour de ça, quoi. Oui et non, c'est peut-être exagéré de dire tout part du propos, mais je dirais que le propos a probablement une grande part en disant que le propos et la forme, hein, parce que quand on se dit je vais aussi jouer avec la forme, je joue avec le fond, ça va pousser l'innovation. L'innovation est aussi dans la technique et la gestion humaine. Mais comme on l'a vu dans le cinéma, et le contexte aussi, parce que le cinéma, ça fait 120 ans, 150 ans que ça existe. On a vu émerger progressivement des métiers comme les coordinateurs d'intimité, ce genre de choses. C'est bête, mais c'est assez proche de certains ateliers de sécurité émotionnelle qu'on peut faire dans le GN. Et c'est des genres de métiers qui arrivent aussi un peu au même moment. Hein. Donc il y a clairement aussi des contextes sociétaux. On se rend compte avec à notre époque, il y a des comportements qui sont pas ok, qu'on véhicule des choses ou si on fait pas attention, qui peuvent être dangereuses dans la façon de se comporter. Juste jouer des émotions, jouer des relations de proximité avec des gens, ça peut être dangereux si c'est pas accompagné. Donc, ce contexte-là existe aussi, cette prise de réalisation que peut-être qu'on peut être mal à l'aise dans certaines situations, même si c'est des situations qui ne sont pas forcément liées à des traumatismes. Il n'y a pas besoin de se plonger dans le vécu des gens pour se dire, vous demande de jouer sur un jeu de genre amoureux, que ce soit un jeu sur table ou un GN, potentiellement on se rend pas compte que on n'est pas à l'aise sur la capacité à gérer nos sentiments, à les exprimer, à créer une intimité. Et du coup, ça c'est quelque chose d'assez récent de notre compréhension, j'ai envie de dire, sociétale de cette problématique aussi. Donc ça a une part, c'est pas que l'évolution du propos, c'est aussi une évolution de la société, du regard sur nous-mêmes.
c'est pour ça que j'utilise le cinéma comme exemple. Mais oui, et puis la forme va jouer tout autant que le fond, mais c'est évolution, une coordination entre du coup l'outillage qui va accompagner ça va puiser là-dedans, et puis on puise aussi parce que on est humain, on sait bien s'inspirer de ce qui fait ailleurs, de se dire on a des joueurs qui me disent ouais, nous dans le monde du théâtre on gère ça comme ça, mais c'est une excellente idée d'aller voir des médiums qui sont proches et de dire eux comment est-ce qu'ils font quand on construit une nouvelle structure narrative. En général on se dit oui, en littérature il y a cette technique, on peut utiliser les fusils de Tchekhov, etc. Dans la narration aussi on va trouver l'innovation là où elle existe déjà. T'as un gros bagage de GN toi aussi, Xaragos, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Ça fait depuis le début des années 2000 que je fais du jeu de rôle dans la nature. Avant ça, j'avais fait pas mal de jeux de rôle sur table. J'étais au lycée, au collège même. Du coup, je suis arrivé dans le milieu du jeu de rôle dans la nature, et puis j'ai beaucoup joué au début. Une chronique qui s'appelait Faerindin, qui était basée sur le jeu des elfes noirs dans inspiré à la base du monde des elfes noirs de Donjons & Dragons, comme tu as peut-être lu ces livres très mal traduits de l'époque. Et du coup, le concept c'était de jouer ces maisons d'elfes noirs avec un jeu politique, avec un jeu de gestion de cité, avec une chronique, donc c'est-à-dire on gardait le même personnage de partie en partie, et puis la chronique a duré une dizaine d'années. Donc ça a été une introduction intéressante à plein de mécanismes à la fois narratifs, émotionnels, de gestion humaine, de gestion logistique, pour pas mal de joueurs, je pense, à cette époque-là. Et t'as dit donc que tu commençais en tant que joueur et tu t'es passé à l'organisation, j'imagine, au bout d'un moment, ou alors peut-être tu... Alors, je disais tout à l'heure, en fait, dans l'école d'ingénieur, quand j'ai commencé le jeu de nature, j'ai commencé par l'organisation. Ah oui, tu disais tout à l'heure. Ah ok, oui. Du coup, après, j'ai rejoint des chroniques à laquelle j'ai joué, donc Faerindin. Et ensuite, ouvert à plein d'autres jeux, plein d'autres expériences en tant qu'organisateur, vraiment en tant que joueur. Et il y a un truc en plus dans le GN qu'on retrouve pas en jeu de rôle sur table, ou... Ça dépend des tables, j'ai envie de te dire. Il y a une intensité émotionnelle que tu atteins très facilement en grandeur nature, qui pour beaucoup de tables est plus difficile à atteindre, je pense. Il y a en fait, c'est intéressant parce que j'ai mené beaucoup de tables justement avec des publics assez différents. Et donc, quand tu as un public de gens qui viennent principalement d'écoles d'ingénieurs, justement, ou ce genre de choses, tu vas avoir des tables très analytiques, très dans la réflexion méta de ce qui est en train de se passer, dans l'optimisation des fils de personnages, ce genre de choses. Que tu vas. Alors, quand tu as une table composée principalement de joueurs de grandeur nature, le premier truc que les gens vont vouloir faire, c'est créer un personnage avec un roleplay intense et plein d'émotions. Et du coup, je caricature un petit peu bien sûr en disant tout ça, mais il y a vraiment ce truc-là qu'on ressent, je trouve. Et du coup, l'ambiance des tables n'est pas la même, par exemple. Même quand tu reviens de jeux de rôle sur table avec des pianistes, il va y avoir beaucoup de scènes de roleplay, beaucoup de scènes où les gens incarnent et campent leur personnage de manière intense. Ce qu'on voit aussi sur certaines tables de JDR, en tout cas de plus en plus maintenant. Mais il y a quelques années, c'était pas encore beaucoup le cas, je trouve. Et ça a pas mal évolué aussi, justement, dans ce sens-là, sur le jeu de rôle sur table de façon générale. Notamment grâce à pas mal d'actual play qu'on voit, où les gens font ce genre de choses aussi et sont à fond dans leur personnage. Ce que je voyais moins avant, vraiment. Ouais, là-dessus, tu vois. Ouais. Moi, j'avais l'impression que c'était très fragmenté
par le jeu en lui-même, parce qu'on se disait, je joue du Donjon et Dragon typiquement, du coup on se mettait dans un état d'esprit très mécanique, très jeu de plateau, très ludique, tandis que quand on jouait à des jeux, et c'était déjà vrai il y a 15-20 ans, on se disait ah ben ça c'est un jeu où en fait il y a tellement pas de règles, on est plus là pour explorer un univers, et du coup en fonction des jeux qu'on faisait sur table, on n'avait pas du tout la même approche. Après, je suis d'accord avec toi qu'il y a une décorrélation. Enfin, je vois beaucoup plus aujourd'hui, et de façon plus naturelle sur un public de GNistes, une décorrélation entre le jeu et la façon de jouer, ou l'approche, où on va souvent poser des questions d'interprétation, de dynamique, d'émotionnel, un peu quel que soit le jeu. Là où avant, c'est vrai que c'était, ouais, genre de donjon, j'apportais les chiffres et le tableur Excel. Posez-moi la question de faire des scènes cool. On m'en faisait parce que c'est quand même du jeu de rôle, on était là pour ça, intuitivement. Mais il y avait un côté très 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 ludiste. Mais on avait déjà, j'avais l'impression, sur certains types de jeux en tout cas, j'avais plus plus une impression de typologie de jeu qui poussait des styles. Et là où la mixité, c'est vrai, la voit beaucoup plus, comme tu dis, avec un public génie, de façon générale, avec un public aussi holistique, moderne. Il y a un truc qui est, je pense, aussi un peu inhérent au GN, qui est que comme il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées, t'es obligé d'être très clair sur l'intention de jeu, notamment les notes d'intention, etc. C'est tout un tas c'est des outils qui sont utilisés dans le GN parce qu'ils y sont nécessaires, parce que tu vas pas répéter 50 fois à 50 personnes pour réexpliquer la proposition. Donc, comme la proposition est claire, on a l'habitude de jouer avec des propositions claires, ça veut dire aussi qu'on a des joueurs qui sont à l'écoute de c'est quoi la proposition de jeu, et qui sont aussi plus demandeurs de ça. J'ai l'impression que même jouer à du jeu de rôle sur table avec les personnes qui ont l'habitude qui ont des habitudes de GN, c'est aussi des personnes qui très rapidement vont demander très bien à quoi on joue, comment on y joue, vont poser les bonnes questions. Oui et non. Enfin, je sais pas, ton expérience, Jean-Damien. C'est que moi, j'ai vu les deux. Alors, dans la tendance, j'aurais tendance à dire oui, mais qu'il y a quand même une part très individuelle, pour avoir eu justement des gens qui venaient sur les VN sans avoir lu les notes d'intention, ou en ayant essayé de caler ce qu'ils voulaient jouer sur la note d'intention, des fois un petit peu à la machette. Parce que ils se disent, typiquement, on faisait une grosse chronique Trône de Fer, des gens voulaient jouer du Trône de Fer, et ils lisaient pas notre note d'intention parce que c'est ce qu'ils voulaient jouer, ils étaient pas en mode bien pour ça, ils voulaient pousser leur jeu dedans. Et à l'inverse, pareil, très tôt, il y avait dans mes cercles d'amis de jeux de rôle sur table, des gens qui arrivaient en disant, apporter par eux-mêmes la question de qu'est-ce qu'on va jouer, parce que je sais ce que j'aime et ce que j'aime pas. Donc, il y a une part d'individu quand même et de positionnement par rapport aux médias, où certains le voient comme finalement de la consommation, au sens où alors comment est-ce que j'ai formulé ça? Je me suis un peu embrouillé dans ma formulation et dans ma comparaison. Je vais prendre un pas en arrière. Mais voilà, on va avoir un rapport au jeu, qu'il soit sur table ou de GN, qui est différent. Une culture liée aux communautés de ces deux jeux qui sont différentes et qui du coup vont créer une tendance, effectivement, comme tu dis, plus portée sur la faire ensemble. La note d'intention, finalement, c'est quoi? C'est de dire, voilà ce qu'on propose de faire ensemble, et du coup le jouer ensemble. Il y a une culture qui est plus forte, effectivement, dans le monde du GN, où du coup, qu'est-ce que je vais apporter par rapport aux autres, qu'est-ce qui est attendu de moi. Là où souvent, quand tu te constitues ton premier groupe de jeux de rôle, c'est
c'est ton groupe d'amis, donc il y a beaucoup de choses qui sont tacites, implicites, et qui, en fait, de fait, pourraient bénéficier d'une élicitation, mais ne le font pas vraiment. Pour eux, en termes de tendance, mais les deux, enfin, encore une fois, un petit mélange entre l'individu et la culture de la communauté, je dirais. Je pense que, un peu comme tu disais tout à l'heure, Louis, il y a aussi le type de jeu qui influe fortement sur ce qui est attendu. De la même façon qu'on aborde une table de Donjons et Dragons, on ne l'apporte pas de la même façon que lorsqu'on aborde une table de vampires, par exemple. On n'attend pas les mêmes choses du jeu. En tout cas, la plupart des gens ne vont pas attendre une optimisation mécanique aussi avancée dans Vampire et peut-être plus de roleplay, même si, encore une fois, je caricature. Alors que à Donjon, on va s'attendre à une optimisation mécanique et pas forcément du roleplay. De la même façon, pour le Grandeur Nature, entre un jeu justement qui raconte l'arrivée du sida dans les années 70-80 dans la communauté gay, ou entre un jeu où on va jouer une guerre entre deux factions médiévales, on va pas s'attendre non plus ni au même type de jeu, ni au même mécanisme. Et on va plus s'attendre effectivement sur un vrai champ de bataille des gens en armure qui vont se taper dessus avec des épées en mousse. Et sur un jeu sur la communauté gay avec l'arrivée du sida, sur un jeu beaucoup plus dramatique et émotionnel que avec du coup ni les mêmes outils, ni les mêmes attentes. Mais effectivement, dans tout ça, il y a des lettres d'intention qui sont en général assez claires et qui sont explicitées plutôt en avance. Contrairement à ce que disait Louis, dans beaucoup de tables de JDR où on joue avec ses potes, il n'y a pas tant de ça, c'est sûr. Je me demande si finalement ce qui va pousser les gens à se poser la question de la note d'intention, aller la chercher, c'est pas comment d'avoir expérimenté beaucoup de variétés. Mais du coup, j'y réfléchis, je me dis que c'est finalement ça, les joueurs qui sur table, qui n'avaient jamais touché au GN et qui posaient ces questions-là, c'est ceux qui avaient un parcours relativement riche d'expérience dans le jeu de rôle, et pareil pour le GN, parce que les gens qui vraiment arrivaient avec des préconceptions, c'est souvent ceux qui avaient joué toujours un peu le même type de jeu et qui du coup testent ce qu'est un jeu en fonction de leur vécu. Et quand tu rentres dans une logique de oui, je suis un vétéran parce que j'ai joué 20 jeux, mais tu as joué 20 fois le même type de jeu, finalement, tu arrives avec un état d'esprit où tu n'as pas l'impression d'avoir ce besoin qu'on te réexplique ce que c'est. Tandis que si tu as joué 15 jeux qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, on te dit bah j'ai un nouveau jeu, tu fais ok, bah alors, qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? Et c'est peut-être ça finalement. Et là-dessus, effectivement, le milieu du GN m'a l'air d'être plus propice à cette diversité-là, dans un sens où il y a... Pardon? Je disais, ça sonne à la porte, tu reviens. Okay. Le milieu du GN m'a l'air un peu plus propice à ça, parce qu'à la différence du jeu de rôle sur table, il n'y a pas des grandes licences qui phagocytent un peu le paysage. Du coup, quand tu fais du jeu de rôle, souvent les gens commencent par Donjons et Dragons, dans des cas plus rares que Toulouse, Vampire ou autre, mais ça reste des grosses licences auxquelles les gens s'identifient facilement et où il est facile, il y a tellement de contenu, tu peux jouer toute ta vie à Donjon et ne pas arriver au bout des gammes. Tandis que le GN, t'arrives et on te dit, il y a quoi? Cette année, il y a 6 jeux différents qui sont proposés et dans des styles déjà très vite très différents, et tu peux pas forcément te nourrir de tout ce qu'il y a sans aller chercher une variété inhérente au fait qu'il n'y a pas un loisir qui est produit en masse, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Il y a un truc de logique d'édition derrière le jeu de rôle papier, quoi. Ouais. C'est que il y a des boîtes qui publient des manuels et qui doivent les vendre, etc. Et t'as des gammes, t'as des suppléments, etc. Enfin, il y a la logique éditoriale qui vient se greffer en plus des nécessités de jeu, etc. Mais dans le monde du GN, t'as pas le manuel de jeu de rôle grandeur nature. C'est ça. Et tu vois, du coup, je repense à ce qu'on disait plus tôt sur... ce que je disais plus tôt... pour cet auteur indépendant américain qui faisait plein de petits jeux, finalement, c'est vrai que ça m'a ouvert un peu l'esprit, mais on était dans cette logique plus d'édition indépendante, et tu vas avoir la même chose avec le cinéma, avec les jeux vidéo.
Quand on regarde les jeux vidéo AAA, il y a une certaine forme d'uniformité parce que il y a une logique de production, il faut s'assurer que le jeu fonctionne, et il y a relativement peu de risques comparativement à ce que vont faire des petits studios indépendants. Et production médiatique, il y a des schémas qui vont se reproduire entre la production plus indépendante et la production plus d'entreprise, avec aussi pour l'instant beaucoup de production d'entreprise, en tout cas qui sur l'espace médiatique apparaît comme beaucoup plus présent que la production indépendante. Et là où le GN, c'est l'inverse, c'est anecdotique, des jeux qui sont produits dans une logique de, on va dire, production de qualité, hyper entreprise, comparativement à la production indépendante qui est très débridée, j'ai envie de dire. D'accord, donc les expériences de GN, par nature, j'ai l'impression, sont plus atypiques ou plus exploratoires, ou enfin, en tout cas, c'est du terreau qui est beaucoup plus propice à aller dans ces directions-là, c'est ça? Oui, plus propice. Je sais pas si c'est plus propice. Il y a une culture qui l'encourage plus, j'aurais envie de dire. Parce que fondamentalement, j'ai pas l'impression. Personnellement, moi, j'ai commencé le jeu de rôle très très jeune. Parce que j'avais lu des livres dont vous pouvez être le héros. Je trouvais ça rigolo, mais très réducteur. Du coup, j'avais réuni 2 de mes potes et j'aurais dit, on va faire comme ce livre, sauf que c'est moi qui vais vous raconter l'histoire, puis je vais l'improviser parce que j'aime pas leur histoire. Du coup, on avait commencé comme ça, puis il n'y avait pas de vraies règles et tu vois, on était très dans l'exploration. Parce que j'ai toujours considéré le jeu de rôle, en fait, tu peux en faire à partir du moment où tu as un pote et une volonté de co-écrire une histoire avec une forme d'asymétrie, et encore, même ça, c'est optionnel. Donc, c'est par nature même, le jeu de rôle aussi peut être très, très freeform, très, très exploratoire. Et j'ai plus l'impression que c'est un phénomène de culture qui fait que ça l'est moins que le GN. Surtout que le GN, on peut se dire facilement, et encore une fois, c'est un biais, j'ai l'impression, que c'est tout de suite une logistique, donc je veux aussi limiter un petit peu ton exploration parce que tu réunis 50 personnes qui vont dépenser pour faire des costumes, pour des frais de se déplacer, etc. T'as envie qu'ils en aient un petit peu pour leur argent, même si c'est exactement la formulation. La formulation est un peu maladroite, mais du coup tu explores, mais tu essayes de garder quand même un cadre d'expérience déjà réussi pour reproduire quelque chose que va fonctionner. Surtout que t'es pas en train de te dire j'écris fondamentalement pour mes potes, même si certains le font. Du coup, je sais exactement ce qu'ils aiment, donc je peux laisser libre cours à ma créativité. Mais c'est plus, pour moi c'est plus culturel parce qu'en fait rien n'empêche et je connais des gens qui l'ont fait, d'écrire des GN et qui sont des formats très courts, très exploratoires, en mode je l'ai écrit en 2 heures sur un coin de table, et qui va emprunter plein de choses au monde du théâtre d'improvisation, et ça peut être très minimaliste, comme ça peut être très 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 riche et complexe, et il y a une telle diversité dans les deux. Non, je pense pas que par nature le jeu de rôle ou le GN ait tant de différence que ça sur ce que ça permet de faire. Je pense que ça va être très dépendant des personnes qui choisissent d'en faire. Et du coup, des phénomènes de culture vont forcément prendre le pas. Je pense que c'est assez lié avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté, dans la nature, on va rencontrer beaucoup de gens très vite, beaucoup de personnes d'horizons assez différentes. Et du coup, ça va apporter beaucoup de points de vue différents sur la nature de ce que c'est qu'un jeu, sur ce qu'on veut faire, sur donner de nouvelles idées d'explorer des choses. Et c'est ce qu'on voit arriver aujourd'hui dans les tables de JDR aussi sur table, justement parce qu'il y a une énorme communauté qui est en train de se développer, je trouve, autour de ça, de façon générale.
avec beaucoup d'exemples de parties qu'on voit sur Internet, avec beaucoup de cultures de jeux différentes qui se rencontrent. Et du coup, il y a énormément de créativité qui se dégage de plus en plus, je trouve, du format. Et on sort donc de la basique table de Donjons et Dragons de Stranger Things qui était la mode et la norme auparavant. Et je pense que dans le grandeur nature, de par effectivement le format et la nature du jeu, on est dans cette culture de jeu justement de la diversité depuis un peu plus longtemps, mais que c'est en train de devenir la norme aussi au niveau du jeu de rôle sur table, avec beaucoup de choses exploratoires, avec beaucoup de choses intéressantes aussi qui se font maintenant. Ouais, de la manière dont on parle, j'ai l'impression que pour toi, c'est vraiment une grosse force quand il y a de la mixité au niveau des personnes, des intentions, etc. J'ai l'impression que la manière dont tu l'évoques, ça sert tout le loisir d'avoir cette mixité, quoi, et d'avoir ce partage. Je pense qu'on voit ça aussi justement sur le jeu de rôle sur table, avec tout ce qui se développe sur Internet en ce moment. Donc, tout à l'heure, il y a Louis qui a eu une formulation que j'ai beaucoup aimée. Tu as dit je n'ai joué qu'une seule fois sous la direction de Xargos. mais non, mais j'aime. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que t'entendais sous la direction, mais moi j'aime beaucoup l'expression, je peux expliquer après. Ouais. Alors, comme je l'ai dit, je suis quelqu'un qui intellectualise beaucoup. J'ai beaucoup fait de comparaisons à différents médias. Cette discussion, j'ai parlé de cinéma, j'ai parlé de musique, j'ai parlé de... Enfin, je n'ai pas parlé de musique, j'ai parlé de littérature, j'ai parlé de cinéma, j'ai parlé de théâtre. Un truc que j'aime beaucoup, le jeu de rôle, c'est un média très complet, avec lequel il est possible de faire énormément de choses. Et dans le cadre, il y a un peu la vision de le maître du jeu, c'est un peu comme un réalisateur de cinéma. Il est pas forcément nécessaire. Il y a des films qui sont faits sans réalisateur. Bon, il n'y a pas quelqu'un qui a la couronne. Même dans le jeu de rôle, tu peux te passer de maître du jeu. C'est des formats un peu particuliers, mais ça existe. Un rôle c'est-à-dire de direction artistique, de coordination, de vue d'ensemble. Et c'est pour ça que j'ai utilisé ce terme de direction, parce que le jeu de rôle, pour moi, est avant tout une écriture, de construire ensemble, et chacun va apporter quelque chose. C'est que moi, je vais avoir cette approche du jeu de rôle en tant que joueur où assez vite, je vais percevoir les fils narratifs, les éléments structurants du récit, et je vais me dire comment apporter une part de moi dans ce récit, quelque chose qui va être intéressant. Et comme un réalisateur ou comme un chef d'orchestre, je vais regarder mon maître du jeu pour essayer de prendre les indices, qui soient narratifs, qui soient ludiques, qui soient dans les méta techniques, de quelle direction je dois prendre pour essayer d'apporter ce qui fait de moi un joueur. C'est-à-dire que c'est pas cette expérience de jeu va être différente. J'ai l'impression, moi c'est ce pourquoi je milite, une des richesses, pourquoi est-ce qu'un maître du jeu va faire jouer plusieurs fois le même scénario et pour voir ces variations se décliner, pour se dire que entre deux groupes différents, c'est pas exactement la même histoire. C'était une simple succession de scènes. Autant écrire un livre, autant jouer une pièce de théâtre, c'est pas ça pour moi le jeu de rôle, et du coup il y a cette effet particulière du maître du jeu dans tout cela. Voilà. Ça te parle, toi, Xargos, le maître du jeu est un directeur au sens un directeur au sens de chef d'orchestre, au sens de direction d'acteur, ou je sais pas. Oui, je pense que c'est pas exactement les mêmes rôles, parce qu'il y a moins de direction d'acteur direct, justement. Néanmoins, et puis là, on écrit le scénario dans le JDR, mais il y a cette part d'improvisation apportée par les joueurs, bien sûr.
Mais il y a effectivement le maître du jeu responsable du décor, du contexte, du type de jeu, de l'ambiance. Et donc il y a tout un côté où on essaie de créer, de rendre vivant ce qu'on va explorer. Et dans ce cas-là, oui, c'est très proche effectivement d'un directeur de film, de théâtre, pour amener justement à l'histoire qu'on a envie de faire vivre. Donc oui, oui, ça me parle totalement. J'ai l'impression que je sais pas, tu le formules peut-être de manière un peu plus, ou alors je me méprends. T'as peut-être une. Ah non, en fait, je vais pas le dire comme ça, parce que ce sera très moche. Je vais dire, j'allais dire non, mais j'ai l'impression quand même que tu es un petit peu plus autoritaire, toi, en tant que maître du jeu, et que t'as l'impression que le maître du jeu a plus de. Et a plus de pouvoir, ou amène plus de choses, ou que ce sont. Voilà. Mais peut-être je comprends mal, enfin, peut-être je lis mal entre tes lignes, entre tes mots. Je pense que ça dépend énormément de ce que tu veux faire jouer comme partie. Il y a des jeux très libres justement où le but c'est de faire émerger des choses des joueurs et de les amener eux à co-créer ou à amener beaucoup d'éléments. Et c'est eux qui vont amener du coup beaucoup de scènes de jeu, beaucoup etc. Mais toi en tant que maître du jeu, tu peux avoir une vision aussi assez nette de ce que tu as envie de faire vivre comme histoire et faire quelque chose de beaucoup plus cinématique. Mais ça je pense qu'il y a l'intérêt aussi en tant que maître du jeu, c'est d'explorer un peu tout ce panel-là de ce qui est possible et de voir est-ce qu'il y a un style qui te correspond plus et est-ce que tu es plus à l'aise avec certaines façons de mener ou si au contraire t'aimes bien varier même au sein d'une même campagne pour qu'il y ait différents styles de parties qui vont être des ambiances très différentes et des styles de jeu très différents pour tes joueurs. Et je pense que j'aime bien varier, moi, personnellement. Toi, t'aimes bien varier. Et Louis, il est comment il est comment maître du jeu? Oui, comment maître du jeu? Oui, t'es comment maître du jeu? Ça dépend de façon générale. Louis, ce qu'il aime bien, c'est faire des campagnes complexes avec des jeux à secret où il y a beaucoup d'exploration à faire pour les joueurs. Du coup, il donne énormément de liberté à ses joueurs pour explorer le monde et du coup, il donne peu d'input direct il faut faire ça maintenant. Il y a, à part certains éléments clés qu'il veut amener. Par contre, dès qu'on creuse quelque chose, c'est hyper fouillé tout le temps et il n'y a pas d'hésitation de sa part ou beaucoup d'improvisation. Il y a beaucoup d'improvisation toujours, mais il sait de quoi ça parle, il sait ce qu'il y a derrière et du coup, quand on cherche, on va trouver des choses à chaque fois intéressantes qui sont déjà fouillées et creusées et il y aura toujours une couche de plus. Et donc Louis, il pose beaucoup de contexte, il pose beaucoup de personnages intéressants, mais il y a toujours énormément de complexité et il y a toujours, dès qu'on entre en conversation avec n'importe lequel de ces PNJ, ce PNJ il a une histoire, il sait qui il est, il a une place dans le social, dans le monde, et du coup il a un point de vue particulier. Et donc on pourra creuser dans n'importe quel sens pendant des heures et il y aura toujours quelque chose. C'est ça qui est très intéressant. C'est pas directif, mais par contre c'est très fluide. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est très bien. Moi, ça me va. Et donc, Louis, toi, tu fais des. Tu te reconnais déjà dans la description de ce que disait Argos là? Oui, complètement et partiellement. Complètement au sens où. Complètement dans tout ce que je lui fais jouer, actuellement, en tout cas. Partiellement dans le sens où il y a aussi ce que je lui fais jouer surtout des campagnes en ce moment, mais c'est vrai que j'aime bien explorer et des fois je fais des choses assez différentes. Donc c'est vachement mon style de jeu. Je suis aligné, c'est mon, on va dire mon principal centre. Mais après, des fois à travers des one shots ou des campagnes plus courtes, des fois j'ai aussi des postures des fois très radicalement différentes par rapport à la partie ludique, narrative ou de direction. Avec des jeux. Dans tous les cas, je garde cet aspect où j'aime bien que les joueurs apportent, que ce soit l'histoire de leur personnage, leur histoire, et que
une tendance de façon générale à considérer que le joueur a son mot à dire sur cette direction. C'est libre, tout à fait. Et après, ça a trouvé des choses plus ou moins variées, parce que il disait par exemple sur le monde très détaillé, les personnages qui ont toujours des histoires, des choses bien imbriquées. Il y a des fois, je prends justement le point de vue très inverse, où le monde est très très creux, très très vide, et se remplit, se peuple au fur et à mesure des choix et des directions des joueurs. Là, je cesse de m'épater de la possibilité que propose le jeu de rôle, et du coup, j'ai souvent des idées nouvelles, de trucs que j'ai envie d'expérimenter. Du coup, autant j'aime bien qu'il y ait une unité, donc à sa différence, il y a j'expérimente un petit peu moins en disant au sein d'une même campagne, ça va changer du tout au tout. Il y a des variations, et une même campagne peut avoir des scénarios d'enquête, d'intrigue, d'action, d'aventure, etc. Mais je vais pas changer du tout au tout le style de jeu. Et je préfère, aussi parce que je suis un fervent défenseur de prendre l'outil adapté à ce que l'on veut raconter. Quand j'ai vraiment envie de faire jouer une idée novatrice, précise, différente, je préfère construire un jeu entier autour. Me dire, là j'ai une petite campagne, quelques scénarios, je vais préparer du matériel de jeu ou un truc complètement différent, et c'est quelque chose de différent de ce que je vous propose d'habitude, donc j'ai fait quelque chose de dédié pour ça. Je peux plus explorer comme ça que au sein d'une même campagne, où je sais que des amis, par exemple, qui au sein d'une campagne, de temps en temps, font des virages en 180 degrés en se disant, aujourd'hui j'ai envie de raconter ceci. Hop, complètement complet de direction. Et c'est très bien. Et voilà, moi, c'est plus. J'aime bien l'unité au sein d'une même œuvre, donc je le fais un peu moins. N'hésitez pas à me dire si je prends trop de temps sur mes réponses, parce que j'ai l'impression à chaque fois que c'est des longs monologues, et qu'après il y a un grand blanc, parce que monologuer pendant 5 minutes, faut pas hésiter. Pas de souci. Moi, je laisse les blancs intentionnellement pour que Xargos soit plus gêné que moi et que ce soit lui qui réponde pour ça. Oui, C'est sûr qu'il soit gêné. Je pense qu'il s'amuse. On arrive, je pense, à une heure d'échange, à une heure de discussion. J'ai une dernière question, pour vous deux. C'est les questions que j'ai pour tous les invités, tous les invités de ces discussions. Je cherche des conseils de jeux de rôle qui sont pas forcément les conseils mainstream, les conseils usuels, mais qui sont des conseils importants, mais qu'on n'entend pas assez. Est-ce que vous avez des conseils de cet ordre-là ? Probablement. C'est que moi j'aime bien faire des retours constructifs quand je joue avec des gens, ou quand je vois des gens créer leur jeu. Je passe beaucoup à faire ce genre de choses, mais alors là tu me prends un peu de cours. Tu vois, j'aurais du mal à le donner, surtout sans un point d'attention. Sinon il suffit juste de donner un bon conseil de jeu de rôle et moi ça me va. Moi, le premier conseil que j'ai tendance à donner aux gens, c'est d'oser, au sens où beaucoup de gens sont timides, timides, mauvaise formulation, mais ça a l'air gigantesque, que ce soit d'être joueur ou d'être maître du jeu, de créer des choses. C'est un loisir créatif. Alors, comme tout, comme le dessin, comme la musique, comme tout, au début, ça sera pas forcément terrible, mais il faut oser, il faut persévérer, il faut en faire. Il n'y a qu'en faisant qu'on progresse. Et il faut oser se dire si on a quelque chose de particulier à faire, en donner les moyens. Parce que j'ai vu plein de fois des gens qui sont enfermés dans des systèmes, s'enfermer dans des jeux, s'enfermer dans des rôles. C'est très très générique ce que je dis.
cette fois du coup. Mais oser, c'est se dire, en fait, j'ai quelque chose à raconter. Ce jeu, je n'arrive pas à trouver exactement le cadre qui me convient. Tu peux construire ton cadre. Tu es un joueur, tu as envie de raconter quelque chose, faut y aller. Tu as envie de progresser ça te fait rêver d'être maître du jeu, il faut le faire. Ce sera pas forcément bien du premier coup, mais faut avancer. Tu as une histoire à raconter, l'univers de donjon te plaît pas, crée ton propre univers, ce genre de choses. Parce que pour moi, l'essence même du loisir, c'est la créativité partagée. La créativité, ça se travaille, et il n'y a pas de. Et en plus, il y a des communautés de façon générale qui sont très ouvertes, très promptes à donner des conseils, très promptes à essayer, à dire pas de problème. Il faut pas hésiter à aller chercher ces gens-là aussi pour dire j'ai préparé un petit truc, j'ai envie d'essayer, de jouer un rôle un peu différent, j'ai envie de jouer un rôle spontané, un personnage impulsif, ça peut le faire. Et sinon, on reste avec des envies ou des regrets. Voilà, c'est très générique comme conseil, mais je pense qu'il est bon. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce conseil, qu'il faut oser, il faut sortir sa zone de confort, tout ce que tu dis. Ouais, il faut tester des choses. Moi, le conseil que j'aurais donné, c'est il faut communiquer avec ses joueurs, avec son MJ, pour communiquer à la fois ce dont on a envie, ce qu'on veut faire, et aussi communiquer ce qui ne va pas quand il y a des trucs qui vont pas. Il y a beaucoup de gens qui restent coincés dans des schémas un peu dysfonctionnels pendant très longtemps, parce qu'ils n'osent pas aborder le problème, le sujet. Et je pense que ça vaut vraiment le coup de dire, moi j'ai envie de jouer ça. Je vois un petit peu l'idée d'exploration de Louis, et je suis pas satisfait d'eux. Ça se dit sans problème, et c'est pas ça vaut le coup d'aller checker avec ses joueurs pour voir ce qu'ils ont du jeu et comment ça se passe pour eux. Et ça vaut le coup en tant que joueur d'aller voir sur la mission en disant ça c'est génial et j'aimerais en avoir plus, et ça par contre c'est pas ouf pour moi, je veux bien qu'on en discute. Parce que je pense que beaucoup de gens ne font pas ça et n'osent pas faire ça, alors qu'on améliore énormément la qualité de ces jeux quand on ose dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Il faut toute cette bienveillance. Avec bienveillance, bien entendu. Oui, non. Un conseil en or, la communication, le plus important. Ah, Oui. et spoiler, pour vous, c'est applicable à tout. Oui, spoiler, c'est applicable à tout.